Bonjour à tous, et donc aujourd'hui on va corriger les questions que je vous avais posées sur les étapes de la construction européenne. Donc je vous conseille de faire pause sur les réponses pour avoir le temps de corriger votre fiche au fur et à mesure. Allez, on est parti. Donc la première question que je vous avais posée, c'est quels sont les deux premiers pays qui tentent de se rapprocher et sur l'initiative de quel homme politique qu'on va d'ailleurs surnommer effectivement le père de l'Europe. Alors, effectivement, les deux premiers pays en fait qui vont tenter de se réconcilier et de se rapprocher, c'est la France et l'Allemagne, et c'est sur l'initiative en fait du ministre des Affaires étrangères français, qui s'appelle Robert Schuman. Il y a aussi un autre personnage important dont il ne parlait pas dans la vidéo, c'est Jean Monnet, qui est aussi considéré comme avec Robert Schuman comme les deux pères de l'Europe, mais bon, je vous demande pas de le retenir. Question numéro 2. Donc, quels sont leurs deux objectifs principaux? Alors, le premier, c'est logique, c'est de relancer l'économie, et le deuxième, c'est de maintenir la paix. Question numéro 3. Quels sont les 6 premiers pays européens qui sont donc les membres fondateurs de l'Union européenne? Alors, les premiers, donc, c'est la France et l'Allemagne, logique. Ensuite, ils ont été rejoints par l'Italie, par la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et d'ailleurs, on appelle effectivement ces trois pays le Benelux, Belgique, Néderlande et Luxembourg, ce qui a donné Benelux, B-E-N-E-L-Lux, L-U-X. Mais bon, je vous l'ai pas mis non plus. Alors, question numéro 4. Quelle est la première organisation qu'ils fondent en 1951 et son but? Donc la première organisation est une organisation économique qui s'appelle la CECA, qu'ils fondent donc en 1951. C'est la communauté en fait européenne du charbon et de l'acier. Son but, c'était de mettre en commun la production de charbon et d'acier entre ces 6 pays et de faciliter en fait le transport de ces productions et donc d'accroître aussi ces productions pour permettre à l'Europe de se relancer économiquement puisque ce sont les matières premières fondamentales. Alors, je continue, n'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de corriger parce que cette trace écrite nous sert aussi cette fiche nous sert aussi de trace écrite pour le cours. Question numéro 5. Donc, quel est le traité fondamental qui unit les premiers pays européens en 1957 et à quelle organisation donne-t-il naissance? Alors, il faut savoir qu'il y a un traité effectivement qu'on considère comme le traité fondateur réellement de l'Union européenne. Alors à l'époque, on l'a vu, ça s'appelait pas encore l'Union européenne, mais la CE. Ce traité fondateur en fait de l'Europe, c'est le traité de Rome. Donc il donne naissance à la CE, Communauté économique européenne, c'est l'ancien nom de l'Union européenne en fait, qui va permettre la libre circulation donc des travailleurs entre ces 6 pays et la suppression des droits de douane. Alors j'explique, c'est ce qu'on appelle donc mettre en place un marché commun. Les droits de douane, par exemple, quand les Italiens produisaient des voitures et qu'ils voulaient vendre leurs voitures en France, ils devaient payer une taxe, des droits de douane, pour pouvoir vendre leur voiture en France. Donc si la voiture par exemple était vendue 10 000 euros, ils devaient peut-être payer une taxe par exemple de 1 000 euros sur le coût de la voiture. Du coup, le prix de la voiture il était à 10 000 euros en Italie, puis il était à 11 000 euros en France. Donc le but c'était en fait de protéger, quand on met des droits de douane, c'est de protéger le marché économique du pays. Donc du coup les produits qui viennent en fait d'autres pays coûtent plus cher et donc on a tendance à acheter les produits de son pays. Donc, pour doper effectivement économiquement cette zone, ils vont supprimer les droits de douane. Donc, se faire un marché commun, donc où ils vont s'entraider entre eux. Il n'y a plus de droits de douane, donc on peut librement vendre d'un pays à un autre sans payer des taxes supplémentaires. Ils vont aussi mettre des politiques communes en fait dans les transports. Ils vont essayer d'harmoniser tout ça pour évidemment toujours dans l'objectif de relancer l'économie, harmoniser les politiques en matière de commerce et aussi très connu dans l'agriculture comme la politique agricole commune où ils vont prendre des décisions communes, mettre en place des subventions pour soutenir les agriculteurs de ces 6 pays. Il faut savoir qu'à cette époque, en fait, la PAC représente 80% du budget en fait de l'Union européenne. Donc c'est vraiment l'organisation principale, celle qui nécessite le plus d'investissement. Et l'idée, c'est évidemment de permettre à l'Europe de devenir la première puissance agricole mondiale, sachant que la France est la 2e puissance agricole mondiale derrière les États-Unis. Voilà, donc le traité fondamental, ça faut vraiment le retenir, c'est le traité de Rome en 1957. Et l'ancien nom de l'UE, c'est la CE. Alors, question numéro 6. Quelles sont les différentes institutions qui composent la CE? Alors, il y a plusieurs institutions. Donc ça, c'est en fait un extrait d'une leçon de MC, en fait, ou d'éducation civique,
que j'ai aussi intégré à cette leçon en fait en une seule. Vous avez à la fois l'histoire, de l'éducation civique et de la géographie dans cette leçon, ce qui nous permet de faire en fait 3 leçons en une seule, mais ce qui me semble aussi beaucoup plus logique. Alors, la première, c'est la Commission européenne. Donc la Commission européenne, elle est dirigée par des commissaires, et ces commissaires, en fait, qui prennent des décisions, sont nommés par les chefs d'État des pays membres. Donc, par exemple, Macron va nommer quelqu'un qui va être commissaire européen. Ensuite, vous avez le Conseil de l'Union européenne. Alors c'est là où il y a les ministres des États membres, des 6 pays au départ, qui vont approuver, ou modifier, ou rejeter les propositions qui ont été faites par la Commission européenne. Donc eux, ils proposent, et puis eux, ils valident ou ils modifient les projets. Ensuite, vous avez le Parlement européen. Alors le Parlement européen, lui, il représente les peuples européens. C'est comme nous, on a l'Assemblée nationale en France avec des députés qui font les lois. Ben, c'est exactement pareil. Ici, en fait, nous, en français, on va élire des députés européens, donc dans chaque pays, ils vont aussi approuver ou pas les directives européennes au départ. Et aujourd'hui, ce qui est différent, c'est qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir, comme ils vous le disent dans la vidéo, parce que c'est eux qui font principalement aujourd'hui les lois. Voilà. Enfin, la Cour de justice européenne qui vérifie la légalité des décisions prises. Et vous savez, parce qu'on en avait parlé en 4e, quand on avait parlé de la justice, si par exemple vous avez perdu un procès en France et que vous estimez que le droit français n'a pas respecté vos droits, vous pouvez très bien faire appel au-dessus à la Cour européenne des droits de l'homme, qui va effectivement aussi vous défendre et qui est capable en fait d'imposer une loi aux pays membres de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, on sera forcé de le respecter. Donc 4 organisations, il y en a bien d'autres, mais dans la vidéo il vous parlait des principales, donc on va s'arrêter là. Ensuite, question numéro 7. Alors la 7, quelle organisation définit les grandes orientations de la communauté européenne 3 fois par an à partir de 1974? Donc ça, c'est le Conseil européen, et le Conseil européen, c'est pas la même chose, je reviens en arrière, faut pas le confondre avec le Conseil de l'Union européenne. C'est 2 choses différentes. Le Conseil de l'Union européenne, c'est là où il y a les ministres qui siègent et qui modifient les propositions de loi ou pas. Le Conseil européen, en fait, c'est le Conseil où les chefs d'État se réunissent 3 fois dans l'année pour décider des politiques à mener dans le cadre de l'Union européenne. Question numéro 8. Quel est l'événement historique qui va accélérer l'élargissement de l'Union européenne dans les années 1990 et quel projet va les rapprocher? Alors là, c'était facile à trouver parce que dans les années 90, il fallait faire le lien avec la leçon sur la guerre froide. Donc le bloc, c'est la fin de la guerre froide, l'URSS éclate et redevient la Russie. Les pays d'Europe de l'Est retrouvent leur indépendance et donc ils vont se rapprocher en fait de la communauté économique européenne. Et ils vont vouloir intégrer eux aussi la future Union européenne. Et le projet qui va accélérer, ça va pas se faire tout de suite, vous le voyez dans la vidéo, ça va prendre du temps, mais dès 1990, donc des échanges se passent et se déroulent entre ces pays et l'Europe pour essayer progressivement de les intégrer à l'Union européenne. Et le projet qui va vraiment accélérer les choses, c'est aussi la mise en place de l'euro. Donc ici, je vous mets la correction, chute de l'URSS qui conduit plusieurs pays d'Europe de l'Est à rejoindre l'Union européenne, et c'est la création de l'euro donc en 2002 qui va les rapprocher et faciliter leur rapport. Question numéro 9. Que facilite la signature du traité de Maastricht en 1992 puis la mise en place de l'espace Schengen? Alors ça, c'est 2 choses aussi importantes à retenir. Le traité de Maastricht, qui a été d'ailleurs fortement contesté, a permis la libre circulation pas seulement des travailleurs comme on l'a vu au départ, mais des travailleurs, donc des hommes, des femmes, mais aussi des marchandises et des capitaux. Les capitaux, c'est l'argent, d'accord? Bref, il y a une libre circulation absolument de tout dans cet espace qu'on va appeler en fait l'espace Schengen. Il faut savoir qu'il y a des pays qui sont membres de l'Union européenne, mais qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Donc ça, on va voir après qu'il y a des pays qui sont membres de l'Union européenne, mais qui n'ont pas l'euro. C'était par exemple le cas de l'Angleterre. Et il y a des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont par exemple dans l'espace Schengen, ou qui ont l'euro. Par exemple des pays d'Europe de l'Est, qui n'ont pas encore été intégrés à l'Union européenne, mais qui déjà ont mis en place la monnaie de l'euro. Bref, en fait, il y a plusieurs rythmes à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, c'est pas le même modèle pour tout le monde. Question numéro 10. Quels sont les pays qui s'opposent à la mise en place d'une constitution européenne en 2004 et pourquoi? Alors, l'idée de mettre en place une constitution européenne, c'était d'insister sur le fait que l'Europe n'est pas uniquement une union économique, comme peuvent l'être d'autres unions,
qu'on verra qui existent par exemple aux États-Unis ou en Asie. Vous avez l'ASEAN, l'APEC, l'ALENA en Amérique du Sud. Ce sont d'autres organisations économiques, mais qui n'ont que des buts économiques, des alliances entre pays, mais dans un objectif économique. Ce qui est différent vraiment avec l'Union européenne, c'est qu'il y a vraiment une idée aussi en fait d'une union politique et sociale, et pas seulement économique. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de mettre en place une constitution européenne qui précisait l'ensemble des droits et des devoirs des citoyens européens. Et il faut savoir qu'il y a deux pays qui s'y ont opposés à l'époque à cette mise en place, c'est la France et les Pays-Bas. Et pourquoi ils se sont opposés en fait à la mise en place d'une constitution? C'est qu'ils avaient peur en fait de perdre une partie de leur souveraineté. C'est-à-dire, comme je vous l'ai mis, que l'Union européenne décide de tout et que finalement, nous en France, on ne puisse plus décider de certaines choses et que l'Europe décide à notre place. Il faut savoir que en fait, cette réaction, elle existe encore aujourd'hui. D'ailleurs qu'elle s'accroît puisqu'il y a de plus en plus de pays européens en fait, et c'est bien pour ça que d'ailleurs l'Angleterre a quitté l'Union européenne, c'est qu'elle voulait retrouver quelque part sa part de décision sur toutes les décisions en fait de son pays, et donc elle a décidé de quitter l'Union européenne pour faire comme elle voulait totalement. Et aujourd'hui il y a plusieurs pays qui posent la question aussi, comme l'Angleterre, de quitter l'Union européenne pour pouvoir reprendre le contrôle total des lois de leur pays. Puisque quand une loi européenne en fait est mise en place, si vous êtes membre de l'Union européenne, vous êtes obligé de l'appliquer. Voilà, puisque vous êtes membre de l'UE, et c'est bien ce qui pose souci à certains pays, puisqu'ils estiment qu'ils ont perdu leur souveraineté, ils ont perdu leur marge de manœuvre, et ils veulent la retrouver. Donc à l'époque, effectivement, déjà, il y a des pays qui vont réagir et qui finalement vont signer la Constitution européenne après d'autres négociations. Question numéro 11. Donc, celle-là était longue. Il y a différentes crises, en fait, qui sont rencontrées par les pays européens depuis ces 10 dernières années, qui ont fragilisé considérablement l'Union européenne. Et la première d'entre elles, c'était la crise financière. Donc, en 2009-2008, on l'avait vu d'ailleurs quand on avait travaillé sur D3 en 4e en géographie, on avait vu qu'il y avait eu une crise bancaire mondiale en 2008-2009. C'est un peu comme la crise de 29 qu'on avait étudiée en classe au début de l'année. Donc il y a eu une deuxième crise en 2008-2009 qui a abouti à l'effondrement des marchés. Il y a des banques qui ont fait faillite, des entreprises qui ont fait faillite à la chaîne. C'était une grave crise économique. D'ailleurs, on considère qu'aujourd'hui, on ne s'est toujours pas réellement remis en fait de cette crise économique, alors qu'on est quasiment, on est 10 ans plus tard. Et donc, il y a certains États européens qui se sont retrouvés dans des situations économiques dramatiques, vraiment, mais dans des situations où il faut savoir, par exemple, je vous cite la Grèce, l'Irlande et le Portugal. À un moment donné, en fait, en Grèce, ils étaient tellement en difficulté économique que l'État ne pouvait plus payer ses fonctionnaires. Donc, les musées étaient fermés, puisqu'ils ne pouvaient plus payer, en fait, par exemple, des guides ou des gens pour surveiller les musées. Il y avait un certain nombre en fait d'organisations publiques, de services publics qui étaient littéralement fermés parce qu'ils ne payaient plus, ne pouvaient plus payer les fonctionnaires qui s'occupaient de tout ça. Donc ça a été très très compliqué. La Grèce, l'Irlande et le Portugal ont eu l'aide en fait de l'Union européenne par des prêts que leur a prêté la Banque centrale européenne pour essayer de se relever économiquement. Mais en échange, ça s'est pas fait gratuitement. La BCE, la Banque centrale européenne, leur a fait des prêts. Mais donc leur a prêté de l'argent, mais en échange, elle leur a imposé, comme ils vous le disent dans la vidéo, de mettre en place des plans de restriction, c'est-à-dire qu'ils ont dû restreindre leurs finances, ça a été extrêmement sévère et très coûteux pour ces pays qui ont dû, on va dire, se serrer la ceinture très fortement. Et d'ailleurs, on peut considérer que la Grèce aujourd'hui s'en est toujours pas remis en fait de cette époque-là. Deuxième problème aussi, c'est que, on en a déjà parlé en 4e aussi, c'est la crise migratoire. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, alors là vous êtes bien au courant puisqu'on a étudié la plupart de ces conflits. Il y a eu les conflits liés au printemps arabe, effectivement, où dans différents pays arabes, les populations en fait se sont soulevées pour se débarrasser de leurs dictateurs. Et c'était un printemps parce que les pays, les uns après les autres, en fait, se sont enflammés. Ils sont entrés en guerre civile pour se débarrasser de leurs dictateurs et ça a considérablement donc déstabilisé ces zones. Dans les pays du Moyen-Orient, on a vu aussi qu'il y avait eu des crises importantes et différentes guerres. Et tout ça, ça provoque en fait des crises humanitaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les populations se retrouvent dans des situations terribles au milieu de la guerre et des guerres civiles. Et donc, ils vont chercher à se réfugier ailleurs. Et ils se sont tournés principalement vers l'Europe, qui était un continent tout simplement apaisé.
Donc il y a eu des flux migratoires importants. Et ça pose question parce qu'effectivement, principalement, ce sont l'Italie et l'Espagne qui ont accueilli avec l'Allemagne et l'Angleterre le plus de migrants, mais il y a des pays qui veulent complètement fermer leurs frontières, qui vont construire des murs pour empêcher les migrants de venir. Et en fait, c'est un peu l'histoire de la patate chaude, la crise migratoire, c'est-à-dire que tout le monde en fait se renvoie la patate chaude, personne n'en veut, et effectivement les Européens sont aujourd'hui très fortement critiqués sur leur capacité à gérer ces flux migratoires et à se renvoyer en fait le problème d'un pays à un autre, etc. Et l'Italie et l'Espagne râlent aussi parce que ils considèrent que c'est eux qui sont les premiers sur le front à accueillir les flux migratoires et que les autres pays européens ne sont pas forcément toujours très solidaires de l'accueil de ces réfugiés, notamment politiques. Donc ça déstabilise beaucoup et d'ailleurs en ce moment on en parle encore puisqu'il y a des chiffres qui sont sortis disant qu'il y avait eu 400 000 migrants qui étaient rentrés sur le territoire et on retrouve les débats sur l'invasion des flux migratoires. Je vous rappelle que, pour juste vous citer, on est 500 millions d'Européens en Europe, donc 400 000 personnes, ça représente absolument rien du tout. Donc il faut toujours mettre ces chiffres en rapport avec une population totale, sinon on en arrive à des conclusions hâtives et en plus complètement fausses. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui et on avait parlé aussi vous vous souvenez de la Méditerranée qui malheureusement est devenue un véritable cimetière humain puisque la plupart des bateaux qui tentent de traverser depuis l'Afrique ou les pays arabes vers l'Espagne ou l'Italie en fait coulent et chaque année en fait on a plusieurs accidents où on découvre des bateaux ou alors des containers dans lesquels on a oublié d'ouvrir et puis on retrouve des centaines de migrants qui sont morts étouffés parce que ils n'ont pas réussi à faire le voyage. Bref, c'est véritablement terrible et donc et les Européens n'arrivent pas à prendre des décisions en commun pour, par exemple, il était question de se répartir, chaque pays devait prendre à peu près tant de migrants en fonction de sa population totale et ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce genre de décision. Donc pendant ce temps-là, les gens meurent en essayant de quitter leur pays, malheureusement. Troisième problème, et qui a vraiment fragilisé aussi l'Union européenne, c'est le Brexit. Quand les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne, ça a posé question parce que les Anglais c'est une puissance économique en tant que telle, et donc ça a posé question est-ce que d'autres pays vont aussi quitter l'Union européenne, est-ce que l'aventure de l'Union européenne ne vaut plus le coup, ça pose énormément de questions, ça a créé des tensions. Et ça a même divisé complètement l'Angleterre parce qu'aujourd'hui vous avez 50% de gens qui sont vraiment opposés en fait au fait que l'Angleterre a quitté l'Union européenne et d'autres qui sont ravis effectivement que c'est fini par se faire. Et donc les Anglais sont vraiment divisés en deux. Pour vous citer un exemple, je connais des Anglais dans lesquels en fait la famille s'est divisée en deux, où ils ne se parlent plus parce que y en a qui étaient pour le Brexit et d'autres qui étaient contre. Et ça a créé vraiment des tensions dans la famille. Au point que en fait il y a des frères et sœurs qui ne se voient plus entre eux, parce qu'ils sont plus du tout d'accord. Donc ça a été vraiment un débat, ça a vraiment animé les Anglais. Et on se pose encore aujourd'hui des questions, parce que effectivement les Anglais ont quitté l'Union européenne, mais certains économistes disent que ça aura des conséquences très dures et dramatiques sur l'économie anglaise, et d'autres pensent qu'au contraire l'économie va fleurir de plus belle. Et en fait, personne n'a vraiment, pour l'instant, la réponse. Pourquoi ? Parce qu'on manque de recul. Pour l'instant, il faudra analyser les choses dans 1 an ou dans 2 ans pour voir vraiment ce qui s'est passé. Quatrième problème qui se pose, mais régulièrement, puisque l'Europe n'a cessé de s'agrandir, c'est jusqu'où on va aller, effectivement. Parce qu'il y a toujours des pays, en fait, qui depuis très longtemps font des démarches pour intégrer l'Union européenne, comme par exemple la Turquie. La Turquie qui a un bout dans le continent européen, la Turquie qui a été très longtemps chrétienne, si on revient, c'est l'Empire byzantin que vous avez étudié en 5e pour ceux qui étaient avec moi ou avec d'autres professeurs. Donc la Turquie a été beaucoup plus longtemps dans l'histoire chrétienne, très tournée vers l'histoire européenne. Donc effectivement, elle aurait légitimement le droit par sa culture, par son histoire, parce que c'est aussi un pays laïque à entrer dans l'Union européenne. Et puis en même temps, c'est un pays certes laïque mais à 90% musulman. C'est un pays dont les droits de l'homme ne sont pas forcément toujours bien respectés. Il n'y a plus qu'un tout petit bout de son territoire en fait qui est dans le continent européen. Donc en fait, il y a autant d'arguments pour que contre l'entrée en fait de la Turquie dans l'Union européenne. Et ça n'empêche pas que la Turquie demande toujours effectivement son entrée. Donc d'autres pays aussi vont demander. L'Israël a demandé par exemple à entrer dans l'Union européenne, le Maroc, parce qu'il y avait des liens avec les Européens. Et en fait, on ne sait pas. Le problème c'est plus on est nombreux,
plus c'est difficile de prendre des décisions. Et comme les décisions doivent être prises à l'unanimité pour que les choses évoluent, il suffit qu'il y ait que quelques pays ou un pays qui soit contre pour que rien n'avance. Donc plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Vous voyez bien que dans une classe par exemple à 28 ou à 30, plus on est nombreux, plus c'est compliqué à faire cours en classe et à avancer. Moins on est nombreux, effectivement, plus on peut facilement prendre des décisions et s'accorder ensemble. Donc la question se pose, où s'arrête l'Union européenne? Est-ce qu'elle va intégrer encore d'autres pays? Est-ce qu'on sera une trentaine? Est-ce qu'on sera peut-être une quarantaine un jour? On ne sait pas. Voilà, et la question se pose. Est-ce qu'on n'intègre plus du tout de pays dans l'Union européenne? Bref, la question est toujours là. Donc ces 4 questions en fait ont énormément, ces 4 crises ont fragilisé en fait considérablement l'Union européenne. Et c'est des sujets que vous auriez pu avoir par exemple, vous auriez pu avoir un document sur ça par exemple. Alors, on arrive à la trace écrite. Donc, page de droite, on avait écrit le projet européen, on avait écrit la question, on saute une ligne et on va un peu résumer tout ce qu'on a vu. Donc, c'est une grosse trace écrite que je vous demande aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrêtera là, juste à la correction en fait de la fiche vidéo et la trace écrite, parce qu'on va écrire tout le grand 1 d'un coup, puisque effectivement, ça s'enchaîne. Alors, grand 1, la construction européenne, les principales étapes. Donc, je vais récapituler en fait tout ce qu'on a dit dans la fiche vidéo pour que ce soit bien clair. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est ruinée et ses institutions politiques en crise. Les États de l'Ouest, en fait, cherchent à se rapprocher pour, on l'avait dit, éviter une nouvelle guerre, pour se protéger de la menace soviétique. Je vous ai mis CF, la guerre froide, c'est pour vous rappeler en fait la guerre froide, et permettre un développement rapide de leurs économies. C'est pour ça qu'ils se mettent ensemble. Les Européens donc commencent déjà à coopérer dans le domaine économique, parce que ça c'est plus facile à mettre en place tout de suite. Donc en 1951, ils créent la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Puis en 1957, c'est le traité fondateur, le traité de Rome, fonde la Communauté économique européenne, donc qui est une union douanière qui va permettre une libre circulation en fait et la mise en place d'un marché commun. On n'hésite pas à faire pause pour avoir le temps de noter parce que c'est long, je vous ai prévenu. Suite du petit A, toujours. Dans les années 1970-1980, la communauté donc européenne s'élargit. Alors là, on fera une carte la prochaine fois avec l'entrée de tous les pays pour que bien vous soyez en capacité de les situer. En 1992, donc les 12 pays de la CE signent le traité de Maastricht qui prévoit la mise en place de la citoyenneté européenne et d'une monnaie unique, l'euro. Et enfin, la CE devient l'Union européenne, donc en 1992. Et après la chute de l'URSS, l'UE poursuit son élargissement vers les pays de l'Europe de l'Est pour atteindre 28 pays. D'accord? Donc là, je vous ai retracé les étapes, en fait, avec les principaux traités, traité de Rome, traité de Maastricht, et ce que ça a mis en place, la transformation de la CE en Union européenne et la création de la citoyenneté européenne. Dans une deuxième sous-partie, donc le petit b, on a vu que cette construction n'a pas été toujours très facile. Donc c'est pour ça que j'ai mis tout simplement une construction difficile. Donc je lis avec vous. Cette construction n'a pas toujours été facile et alimente plusieurs peurs. D'abord le risque de perte de souveraineté. Comme je vous l'ai dit, ils ont peur que l'Europe décide de tout et qu'on ne puisse plus décider ce qu'on veut dans son pays. Ensuite, il y a la concurrence entre les pays membres, notamment par exemple dans le domaine agricole. C'est-à-dire qu'il y a des pays où le coût de la fabrication, le coût de la production en Europe de l'Est par exemple est moins cher, et on a peur d'une concurrence entre pays européens, parce que le coût de la main-d'œuvre en France est plus cher, donc du coup on va délocaliser. Je pourrais vous donner un exemple, par exemple avec la marque Dacia qui est une marque de Renault, où on a délocalisé en fait la production en Europe de l'Est, et du coup ça crée une concurrence en fait avec des gens qui travaillaient au départ en France sur ces voitures, et finalement on a délocalisé là-bas parce que c'est moins cher. Et du coup, ça crée une concurrence entre pays européens. Or, c'est pas le but. Le but de l'Union européenne, c'est de se relancer tous ensemble économiquement et de se soutenir. Donc, ça crée des tensions. Et puis, on a vu aussi que l'Union européenne a dû faire face à plusieurs crises. Donc là, j'ai repris tout simplement ce qu'on avait dit à la dernière question, la question 11. La crise financière à partir de 2009, qui l'a plongé dans la récession. La récession, c'est une crise économique, tout simplement. La crise migratoire à partir de 2013, dans laquelle les différents pays européens se rejettent la responsabilité de l'accueil de ces réfugiés. La sortie du Royaume-Uni en 2020, donc le Brexit qui divise profondément le pays, et puis la candidature de nouveaux pays qui pose toujours la question en fait de la limite des frontières de l'UE. Et je conclus parce que c'est quand même l'idée importante que vous devez retenir, c'est que l'Union européenne en fait demeure la seule organisation internationale dont le but n'est pas qu'économique,
mais aussi sociale, politique et culturelle. Et ça, on le voit notamment, par exemple, hein, vous voyez dans la vidéo, je ne vous ai pas posé de questions dessus parce que déjà, il y en avait beaucoup, mais il vous montre aussi qu'ils se coordonnent, par exemple, pour favoriser le développement durable, que des politiques communes sont mises en place pour lutter contre les discriminations, qu'ils ont mis en place tout un arsenal de lois pour protéger effectivement le patrimoine historique, hein, tout ce qui existe en Europe, hein, qu'ils ont mis en place aussi des projets culturels comme Erasmus, je vous en ai déjà parlé hein, dans les années précédentes ou cette année, où vous pouvez décider de par exemple partir faire vos études à l'étranger, hein, c'est le cas par exemple à Palissy. Moi j'ai plusieurs élèves qui sont partis en fait 6 mois en Espagne, et puis après ils ont eu un correspondant en Espagne qui est venu 6 mois en France, et donc ils sont venus, ils étaient quasiment bilingues. Hein. Donc il y a énormément de projets sociaux, politiques et culturels en fait dans l'Union européenne. C'est pas qu'une union économique et c'est aussi ce qu'il faut souligner parce que c'est ce qui fait vraiment la différence de l'Union européenne avec d'autres grandes organisations internationales. Et donc ce qui est important aussi c'est de se rendre compte que cette Union européenne elle a quand même su pacifier les continents européens. C'est que bah oui, depuis en fait la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas connu de guerre en Europe de l'Ouest. Alors il y a eu des guerres de Yougo. Il y a eu donc des guerres civiles en Europe de l'Est, mais en Europe de l'Ouest, la création du projet européen a éloigné la menace en fait d'une guerre. Et il n'y a toujours pas eu de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même, on ne se rend pas compte, mais une véritable chance. Et on l'oublie souvent. Donc quelque part, l'Union européenne, même si elle a plein de défauts, même si aujourd'hui elle est en crise et qu'elle a traversé aussi par le passé beaucoup de crises, finalement elle a quand même tenu le choc. Et quelque part, elle a évité le développement d'une nouvelle guerre hein, en Europe. Donc c'est quand même positif. Vous ne pouvez forcément y voir que du négatif. Il faut pointer aussi bien les aspects positifs et les aspects négatifs. Et c'est quand même un aspect positif fondamental. Hein. On a éloigné, il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale en Europe. Hein. Donc c'est quand même un acquis important. Alors, la prochaine fois, on complétera cette carte, mais je reviens en arrière. Pour aujourd'hui, on s'arrêtera ici. Je vais quand même vous mettre aussi, je pense, en capture d'écran cette partie du cours pour ceux qui ont plus de difficultés à noter. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain pour la suite des épisodes. Allez, à bientôt!